Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette séance conclusive du cycle dont certains orateurs sont ici, Renaud Ronce en particulier. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui introduire Élise de Grave, la professeure Élise de Grave de l'Université de Namur. Donc Élise est professeure à la faculté de droit, elle a fait son doctorat sur l'e-gouvernement et la protection des données, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur son beau CV. Aujourd'hui, donc, ses recherches, c'est la vulnérabilité numérique, et elle va en parler. Alors, Élise est non seulement une chercheure qui est reconnue internationalement, on l'a fait venir à la Cour de cassation de Paris récemment. On peut l'entendre sur les radios quand il y a des problèmes liés justement à la question du droit numérique, vulnérabilité numérique, etc. Elle est membre du Conseil wallon du numérique et aussi de la commission d'accès et de réutilisation des documents administratifs. Alors c'est quelqu'un qui non seulement est une juriste de haut niveau, mais aussi quelqu'un de très attentif à la question de l'humain dans le droit et disons, l'humain dans toutes les questions liées à l'innovation technologique. Et donc c'est un grand plaisir de lui céder maintenant la parole. Élise. Merci beaucoup Dominique pour cette très gentille présentation. Bienvenue à chacune et chacun et merci d'être ici parmi nous pour partager des réflexions qui vont concerner la question de savoir si les robots sont aujourd'hui les nouveaux décideurs publics. Donc nous allons analyser la question sous l'angle du droit, ce sera ce que je vais me charger de faire, et puis ensuite Dominique prendra le relais avec la question de l'éthique. Alors, je vais vous parler pour ma part d'administration numérique et de place de l'humain dans les processus numériques. On va commencer donc par parler de ce que c'est l'administration numérique. Quand on parle d'administration, en général, ça ne fait pas vraiment rêver, ça fait plutôt peur. On pense aux démarches administratives qui sont parfois fort lourdes, qui ne fonctionnent pas toujours comme on voudrait, et pourtant, quand ça fonctionne bien, l'administration, c'est vraiment votre partenaire pour pouvoir vous rendre des services considérés comme essentiels. Donc tout commence à votre naissance. Vous êtes déclaré à la commune par vos parents, vous allez être enregistré dans le registre national, c'est votre premier contact avec l'administration numérique et ça vous permet d'être reconnu par l'État. À partir de là, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services qui vous seront rendus par l'administration. Par exemple, vous pouvez à un moment bénéficier d'une bourse d'études ou d'une bourse d'Erasmus si vous voulez partir en Erasmus. Vous pouvez, si vous construisez une maison, recevoir une prime pour certains travaux. Si vous tombez malade, si vous avez un accident, on peut envoyer une ambulance en sachant très bien où vous habitez. Vous pourrez avoir aussi le financement d'un congé maladie. Puis si vous avez un enfant, vous pouvez avoir un congé maternité, un congé paternité, puis des allocations familiales. Pour le moment, c'est la crise énergétique. Vous pouvez demander une prime énergie. Tout ça montre que quand ça fonctionne, il y a vraiment un partenariat entre l'administration et les citoyens. Alors, quand on parle d'administration numérique, maintenant, on vise le fait que pour exécuter ces missions, l'administration recourt de plus en plus souvent à des outils numériques à deux niveaux. D'abord, au niveau de la relation avec le citoyen, on met en place des outils numériques et ça va se manifester par la création de sites internet, de portails internet, comme vous en avez à l'écran. Comme vous voyez, par exemple, quand vous rendez votre déclaration fiscale en ligne, vous devez vous brancher sur un site, encoder vos informations et ça part. Vous pouvez faire la même chose sur d'autres sites, comme le site du registre national. Et si vous ne le savez pas, je vous informe que sur le site du registre national, si vous vous encodez avec votre carte d'identité électronique, et pour autant que le site fonctionne, vous pouvez télécharger un document, on y reviendra, un document que vous pourriez en principe trouver à la commune, et vous pouvez le faire de chez vous. Par exemple, une composition de famille, vous pouvez le télécharger directement depuis votre écran. La signature électronique va se générer automatiquement au départ de votre carte d'identité et vous recevrez un document PDF
qui a la même valeur que le document que vous auriez été chercher à la commune en payant des droits de timbre. Donc c'est vraiment la loi qui le dit, il y a une équivalence entre ce que vous téléchargez et ce que vous auriez été chercher à la commune. Ça, c'est pour la relation entre l'administration et le citoyen. Et puis par ailleurs, l'administration met en place des outils numériques sous forme de bases de données pour encoder, enregistrer vos informations et en faire quelque chose après. Alors ça peut vous être très bénéfique, puisque comme ces informations sont encodées dans l'administration, elles vont circuler ensuite, ce qui vous évite de devoir jouer le facteur. Par exemple, si vous déménagez, vous ne devez plus aller donner votre nouvelle information 15 fois à 15 administrations différentes avec lesquelles vous seriez en contact. L'administration utilise ça aussi pour croiser des données et identifier des fraudeurs potentiels. On y reviendra. Mais donc, pour synthétiser tout ça, voilà de quoi on part. Donc, l'idée de départ, c'est vraiment de dire on va essayer de limiter les fils à la commune, de supprimer ces gros dossiers cartonnés qui contenaient plein de documents et de s'orienter vers une administration en ligne qui va permettre de faire des démarches depuis votre smartphone avec votre carte d'identité électronique. Alors ça n'est pas nouveau, on l'a mis en place en Belgique depuis les années 90 et on faisait partie d'ailleurs des pays pionniers dans la matière, mais jusqu'ici c'était assez peu connu. Et moi je fais cette matière, donc j'étudie la question de la gestion des données par l'État, aussi bien dans la relation avec les citoyens que au sein de l'État, notamment pour tous les objectifs de contrôle, de surveillance des citoyens. Et je confronte ça aux libertés fondamentales, notamment la vie privée. Et ça fait 15 ans, moi, qu'on me dit « Oh ma pauvre, comment tu fais pour supporter un sujet de recherche qui n'intéresse vraiment personne ?» Et donc effectivement, c'était un peu mon vécu jusqu'à ce qu'arrive le Covid. Et le Covid, en fait, a donné un coup de projecteur sur cette question de l'administration numérique, sur cette question de la gestion des données par l'État, parce qu'il y a eu le traçage. Et quand on a mis en place le traçage, on s'est mis à vous téléphoner. Si vous aviez eu le Covid, on vous téléphonait en disant « Dites-nous où vous étiez, quel jour, quelle heure, avec qui ». Pendant combien de temps vous êtes resté avec ces personnes? Est-ce que vous étiez proche ou pas de ces personnes? Et à ce moment-là, je pense que beaucoup de citoyens se sont dit « Oula, je suis en train de donner des informations qui sont quand même très personnelles, qui touchent à ma vie privée et même à mon intimité. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça veut dire que l'État collecte ces informations. Qu'est-ce qu'il en fait après? Est-ce qu'il les enregistre? Est-ce qu'il va donner ça à la police? Ce sont toutes des questions qui nous ont traversé l'esprit et qui ont donc mis en évidence cette matière. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que bien sûr ça touchait à notre vie privée, vie familiale, mais pas seulement. Quand on vous demande avec qui étiez-vous, on touche à la question de la vie familiale, vie privée, mais aussi à votre liberté de rassemblement. Vous avez le droit, la liberté d'association, de rassemblement, de vous rassembler avec qui vous voulez, donc de rejoindre certains clubs de sport, de rejoindre certains mouvements politiques. Ça peut être assez étrange de devoir le dire à une tierce personne. Quand on vous demande où est-ce que vous étiez, ça touche à votre liberté d'aller et venir. Quand vous devez révéler que vous avez été contaminé dans une église ou dans une mosquée, ça touche à votre liberté de culte. Quand vous vous demandez qu'est-ce qu'on va faire avec ces données santé, est-ce qu'on va aller dire que j'ai eu le Covid, qui le sait, ça touche à la question de l'égalité et de la non-discrimination. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se dire si je suis par exemple sur une liste de personnes prioritaires pour la vaccination, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Si on donne ça à l'administration, si je postule à un emploi, est-ce qu'on va le savoir? Est-ce que ça va se retourner contre moi? Et donc c'est vraiment cette question, est-ce que le numérique bouscule nos libertés fondamentales? Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Alors oui, dans une certaine mesure, oui, bien sûr, le numérique bouscule les libertés fondamentales, la vie privée, c'est certain, et aussi, dans une large part, le principe de l'égalité et de non-discrimination sur lequel on va se fonder à présent. Alors le point de départ de la réflexion, ça va être l'automatisation des décisions administratives. C'est-à-dire que de plus en plus souvent, l'administration prend des décisions qui contiennent pas ou peu d'humains. Donc il y a peu d'humains, voire pas du tout d'humains, dans la boucle que constitue la décision administrative. Alors ces décisions automatisées, elles sont faites soit pour vous aider, pour aider le citoyen, ou pour le contrôler. On va se pencher sur les deux aspects. Et pour illustrer concrètement la matière, je vais partir d'une situation partagée par beaucoup de personnes, qui est la dépendance à l'État
via le paiement d'allocations. Donc il y a énormément de citoyens qui dépendent de l'État parce que l'État leur paye une allocation. Que ce soit une pension, que ce soit une allocation de chômage, un revenu d'intégration sociale, des allocations familiales, ça crée une dépendance à l'État. Il y a énormément de personnes qui sont concernées, mais parmi cet ensemble de personnes, il y a des personnes qui sont dans une situation particulière et malheureusement de plus en plus fréquente, qui est une situation de précarité sociale. On en parlera aussi parce que pour ces personnes, les questions se jouent avec une intensité très particulière, puisque la matière, le dysfonctionnement numérique peut soulever des questions carrément de survie. Et donc il y a là vraiment une urgence à traiter les questions, à les résoudre pour bénéficier au final au plus grand nombre. Alors la question concrète qu'on va se poser, c'est la question de savoir si les robots au sens de processus automatisés sont les nouveaux assistants sociaux d'une part, et les nouveaux inspecteurs sociaux d'autre part. Alors, pour traiter de la première question, les robots sont-ils les nouveaux assistants sociaux? On va parler ici du numérique utilisé comme aide aux citoyens. Et je vais partir d'un constat très concret, bien réel, qui est le constat d'un non-recours au droit pour un certain nombre de personnes. Alors, quand on parle de non-recours au droit, on vise les personnes qui, sur le plan juridique, sont des bénéficiaires potentiels d'un droit, donc ils ont le droit de percevoir par exemple une allocation de l'État, mais concrètement, ils n'en bénéficient pas. Donc ces personnes, sur le plan juridique, ont le droit de percevoir l'allocation, mais concrètement n'en bénéficient pas. Alors, c'est très préoccupant, parce qu'au niveau des chiffres, il y a plus de 40% des bénéficiaires potentiels de droits qui n'en bénéficient pas effectivement. Et quand on parle du revenu d'intégration sociale, il y a une étude qui a été faite sur cette allocation-là spécifiquement, on passe de 60 à 76% des bénéficiaires potentiels du revenu d'intégration sociale qui ne le perçoivent pas. C'est paradoxal parce que parmi les personnes qui ne bénéficient pas de ces droits, il y a des personnes qui, c'est principalement des personnes qui auraient vraiment besoin de cet argent, qui y ont droit sur le plan juridique, mais qui ne le reçoivent pas. Alors, à quoi c'est dû? Il y a des causes multiples. Alors, il y a notamment une partie de personnes qui ne connaissent pas, qui n'est pas suffisamment informée sur le droit de bénéficier de l'allocation en question. Il y a aussi des personnes, et c'est très touchant, qui par dignité ne veulent pas demander l'allocation parce que la demander, c'est reconnaître officiellement qu'ils sont dans une situation difficile. Mais il y a aussi bon nombre de personnes qui sont des naufragés du numérique. Et on voit ici que le numérique, qui pourtant est mis en place pour simplifier l'administration, va porter atteinte aux personnes et va augmenter le nombre de personnes qu'on peut appeler les naufragés du numérique. Alors, je pense qu'on est un peu tous des naufragés numériques à un moment de notre vie pour certaines démarches. En fait, le numérique, on aime beaucoup le numérique quand ça fonctionne. Et puis quand ça ne fonctionne pas, on se sent tout perdu, tout seul devant son écran. Mais on est là vraiment par rapport à une situation paradoxale, parce que je vous le disais, quand on s'adresse à l'administration, on le fait pour répondre à un besoin essentiel, pour demander un logement social, pour demander un abonnement de bus, pour demander une allocation d'études. Donc on ne fait pas ça pour rien, on s'adresse au service public au sens de service au public. On a besoin que l'administration nous rende service. Depuis quelques années, au motif de simplifier ces démarches administratives, on va les numériser. Simplifier rime avec numérisation, mais en faisant ça, qu'est-ce qu'il se passe? On porte atteinte à une personne sur deux, parce que des études montrent, il y a eu récemment en 2022 un bilan, un baromètre de l'inclusion numérique, une personne sur deux est en situation de fragilité numérique. Ça veut donc dire, quand on résume, qu'on va imposer une voie d'accès à des besoins essentiels qui mettent à mal une personne sur deux. Et cette moitié de personnes, ce ne sont pas seulement les personnes âgées et les personnes handicapées dont on dit souvent « là là, c'est vrai, pour elles c'est difficile ». Pas du tout. De plus en plus, ça touche les jeunes. En fait, les jeunes, on constate qu'ils maîtrisent très bien Snapchat, Facebook, Instagram, ça va tout seul.
Mais par exemple, au moment de déposer un CV en ligne, c'est compliqué. On constate qu'ils ont de moins en moins de compétences numériques. À ça s'ajoute aussi le problème du matériel. Il faut un ordinateur, il faut bien souvent une imprimante parce qu'il faut pouvoir signer et puis scanner. Et donc, ça pose de multiples problèmes. Et donc, c'est très préoccupant à l'heure actuelle de se dire que simplification rime de plus en plus avec exclusion. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête parce que ce qui est très préoccupant, c'est que les choses s'accélèrent. On va dans le sens de plus en plus de cette numérisation. Et pour illustrer le problème, je peux vous dire que pour le moment, à Bruxelles, on discute d'une ordonnance qui s'appelle Bruxelles numérique, qui vise à imposer à toutes les communes un service en ligne. Donc les services rendus par les communes doivent pouvoir se faire en ligne. Mais cette même ordonnance n'impose pas qu'il y ait encore un guichet humain. Elle ne l'interdit pas, mais elle ne l'impose pas. Ça signifie qu'il y a de bonnes raisons de croire que certaines communes vont s'engager, vont mettre tous leurs efforts dans la mise en place des services en ligne, mais qu'il n'y aura plus de guichet humain. Et on en a parlé très récemment parce qu'il y a 2 semaines, on a été avec une petite équipe de Namur, donc des membres de mon équipe de recherche et des étudiants, dont l'une d'elles est ici. On est allé dans une journée de formation et de rencontre avec le secteur des travailleurs sociaux et avec des personnes qui souffrent de cette fracture numérique. Et c'était vraiment hyper intéressant, c'était plein d'associations qui se réunissaient à Saint-Gilles. Et on l'a fait parce qu'en termes de recherche, c'est intéressant à un moment quand même d'aller sur le terrain pour être sûr que les recherches qu'on fait correspondent à des besoins du terrain, de ne pas être simplement un universitaire dans sa tour d'ivoire qui commente la société. C'est important de voir où sont les besoins de réflexion pour pouvoir ensuite développer des réflexions fondamentales sur la base de ces constats concrets. Et donc, vraiment, le constat était généralisé. Il y a beaucoup de gens perdus par rapport à cette administration numérique qui se tournent alors vers les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux sont débordés et sont très malheureux parce qu'ils ne font plus le travail pour lequel ils sont engagés, qui est un travail humain, de connaissance de l'humain, de sa globalité. Ils disent on se retrouve comme des sous-traitants des SPF, notamment du SPF Finance. On passe notre journée à remplir des données sur des sites web qui fonctionnent parfois, pas toujours. On passe son temps à essayer de se brancher sur des applications, Bolfus, etc. Alors ils sont surchargés, donc il n'y a pas toujours moyen de les atteindre, et les personnes donc, qui recherchent de l'aide alors doivent se tourner vers leurs proches, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de proches, et donc qui se trouvent tout à fait isolés, et donc de plus en plus exclus de besoins essentiels. Alors dans ces associations qui étaient présentes, il y a une association qui s'appelle le Comité humain du numérique avec lequel j'ai la chance de travailler depuis quelques mois. En fait, c'est un comité qui se rassemble tous les vendredis matins dans les Marolles. Ils ont un petit local dans lequel tout le monde est le bienvenu. Et ce local accueille des personnes du quartier, donc ce sont des personnes qui sont en général en grande précarité sociale, mais aussi des assistants sociaux, aussi des infirmières, parfois même des personnes qui travaillent dans les banques. Et donc ces personnes se rassemblent tous les vendredis matins dans le but de faire un état des lieux. Qu'est-ce qu'il se passe? On passe l'hélicoptère, on dit qu'est-ce qui se passe dans la société par rapport à ces problèmes d'accès aux droits via le numérique. Et il y a quelques mois, ils m'ont contacté parce qu'ils ont fait une super démarche, je trouve. C'est après avoir déjà fait bien avancé dans cet état des lieux, ils ont décidé de passer au droit et de rédiger un code du numérique belge. Et donc ça, c'est vraiment très puissant parce que c'est pas seulement faire le constat des inégalités numériques, c'est vraiment de dire maintenant on passe à l'action et de se rendre compte, et je pense que c'est le constat qu'on a fait aussi le jour de cette rencontre, c'est de se dire le droit c'est un outil très puissant en fait pour pouvoir traduire tout ce vécu qui est très difficile et douloureux, le traduire soit en argument juridique qu'on pourra porter devant un juge, soit le transformer en règle juridique. Et l'idée ici est de peaufiner ce code pour pouvoir progressivement vraiment bien le formaliser sur le plan juridique et pourquoi pas à un moment le proposer à des politiques qui voudraient avancer sur cette thématique. Alors ce code je l'ai pris parce qu'il y a 20 exemplaires qui circulent en Belgique et ils m'en ont confié un que je fais circuler à l'université de Namur et à Namur en général. Alors vous voyez c'est un code pas comme les autres parce qu'en fait une des personnes qui travaille dans l'association a étudié les arts à la Cambre et donc elle a décidé de mettre ce code sous une forme un peu plus chouette qu'un code de loi, donc c'est pour ça qu'il y a du rose fluo, moi je trouve ça super. Et il y a ici donc chaque article
qui est écrit en bien grand et que chacun peut commenter. Donc ça a déjà circulé auprès des étudiants, auprès des assistants. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi tout à l'heure le consulter et peut-être mettre des annotations, parce que l'idée, ce n'est pas du tout du militantisme, hein. C'est vraiment de partager des idées qui sont mises sur papier, partager tous les commentaires des uns des autres pour pouvoir enrichir ensuite ce code et pouvoir proposer un texte qui émane vraiment de l'intelligence collective. Alors, ce qu'ils ont fait aussi pour faire connaître leur action et leur travail, ils ont fait une vidéo. Alors, pour parler en fait des inégalités numériques, de cette fameuse fracture numérique, des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien quand le tout numérique prend toute la place dans l'administration. Alors ils l'ont fait évidemment pour dédramatiser les choses, ils l'ont fait avec humour, avec dérision, et j'avais quand même envie de vous montrer à quoi ça ressemble, parce que je trouve que visuellement c'est très percutant et ça permet vraiment de bien comprendre ce qu'il se passe avec cette fameuse fracture numérique. Il y a eu un déplacement des institutions chez nous. Elles invitent dans nos salons et dans nos lits. Nous sommes le comité humain du numérique. Nous sommes des habitants, des habitantes et des marolles, des personnes précarisées, des assistantes sociales, des militants et des militantes, des artistes, des PMR, porteurs d'handicap, des avocates, banquières, des enfants, des éléments perturbateurs. En bref, nous sommes des citoyens et des citoyennes impactés par le numérique. Depuis février 2022, nous nous réunissons tous les vendredis pour écrire un nouveau code de loi à partir de témoignages que nous vous partageons ici. Ce code, c'est le code du numérique. Notre livre premier exige de conserver un accès humain aux services essentiels et nos droits fondamentaux. Madame est en train de me témoigner ses difficultés par rapport à l'accessibilité à la commune. Et donc, je suis en train de retranscrire dans le code du numérique ce dont on est en train de parler. J'ai envie de dire que les syndicats, les mutuelles, la commune doivent réouvrir comme avant, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et que ça discrimine une partie de la population. Comme ça ? J'y vais ? Ouais. Donc sans le non-verbal et l'expression du corps, on perd beaucoup d'informations. On est sur Zoom, on est 20, et d'un coup, on est seul. Oui. Pour qu'ils nous aident à appeler d'autres services. Allez, encore une fois. Maintenant, dans le service du quartier, pour qu'ils nous aident avec d'autres services. C'est absurde. Les services ferment et ne sont plus joignables. Du coup, c'est les assistants sociaux qui sont fatigués, débordés. Les gens ont l'impression de nous demander trop, alors que non, c'est eux qui subissent cette pauvreté organisée et entretenue. Ce n'est pas un problème de personnes âgées, je travaille aussi avec des jeunes. Et ce n'est pas évident de soumettre une demande par mail. Même pour des universitaires, il y a une appréhension pour écrire un service public. Voilà. On veut des permanences sans rendez-vous, sinon c'est de la sous-traitance du SP Finance au travailleur social. Car prendre rendez-vous pour tout le monde n'est pas possible. Tous les services publics et privés doivent proposer un accompagnement humain, sans condition et sous peine de sanctions. Article 2. Le numérique doit être utilisé au service de l'humain. Ce n'est pas à l'humain à s'adapter au numérique. Article 3e. Les démarches administratives ne peuvent pas impliquer le recours à un service privé. It's Me est probablement un des meilleurs outils de lutte contre la fracture digitale qu'on ait jamais eu. Parce qu'en fait, c'est un système super simple qui permet de s'enregistrer sur MyMinFin, MyPension, ce genre de choses. Super simple. Sauf que c'est un système privé. Et donc, c'est-à-dire que si demain It's Me tombe, du jour au lendemain, vous changez le système d'accès aux services digitaux de l'État. Mais l'État est en capacité d'avoir un autre système qui lui appartient, qui permet de fournir en fait un service aussi fondamental que l'identification. À la commune, il y a l'obligation de payer par carte, alors que certaines personnes se font exclure de leur banque, et même que certaines personnes n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque. J'ai aidé quelqu'un à rentrer sa contribution.
J'ai suivi la procédure, mais ça ne marchait pas. J'ai appelé, on m'a dit de taper sur le 2, mais rien ne se passait. Je retombais sur la personne qui me disait de réappuyer sur 2, etc. Vous avez décidé de mettre votre lit à la Tour des Finances en réponse au fait que de plus en plus de services ferment et vous demandent de faire les démarches depuis votre lit à vous, chez vous? Oui, bah effectivement, ici je peux prendre le soleil, donc je me dis que c'était pas mal de le mettre ici et voilà, on est bien là, il fait beau, il fait chaud. Est-ce que c'est confortable? Oui, c'est confortable. Très bien. Effectivement, on n'a pas de la chance d'avoir un ordinateur, donc les petits GSM c'est fatigant et c'est énervant et ça coûte cher. Donc on a eu de la chance de pouvoir, grâce à la Tour des Finances, pouvoir aller dans un jacuzzi prêté gracieusement et ça nous fait du bien, voilà. On est seul face aux administrations, on perd. L'union fait la force. Article 4. Chacune et chacun d'entre nous parlons, imaginons et mettons en place des alternatives aux solutions numériques qu'on nous impose. Voici la première vidéo du comité humain du numérique. Le tout numérique nous concerne toutes et tous. Continuons à nous rassembler, à écrire ensemble le code. Rejoignez-nous. Voilà, alors ce qu'on entend beaucoup et qui traverse les témoignages, c'est vraiment le souci de mettre désormais la charge sur l'humain, qui est déconnecté complètement de l'administration, qui ne peut même plus voir un humain, si ce n'est en prenant rendez-vous dans des mois, voire pas de rendez-vous du tout. Et donc ça fait vraiment penser, si on prend une comparaison qu'on connaît au quotidien, vous avez au Deleuze les self-scan, qui vous proposent de scanner vous-même les produits. Moi j'ai toujours la réflexion de me dire, mais en fait on ne travaille pas au Deleuze, donc c'est pas à nous à scanner nos produits. C'est la même chose ici dans l'administration, on est quand même dans un contexte de service public, c'est-à-dire service au public, et progressivement on met la charge sur les personnes. Alors quand on traduit ça en droit, c'est clairement une discrimination indirecte. Donc une discrimination, c'est une différence de traitement injustifiée entre deux catégories de personnes. Elle est indirecte, pourquoi? Parce que c'est une mesure qui est a priori neutre, mais qui sur le terrain provoque cette différence de traitement qui est interdite. Donc l'exemple que je donne en général à mes étudiants de première année, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec le numérique, mais si vous mettez à l'entrée d'un resto interdiction aux chiens, on peut se dire, oui, là, les chiens sont interdits dans un resto, c'est normal, mais de facto, ça va discriminer les personnes aveugles qui voudraient aller au resto. C'est la même chose ici, a priori, on se dit c'est neutre, ça concerne tout le monde va passer au numérique, mais de facto, il y a toute une tranche de la population qui n'aura vraiment plus accès aux services de l'administration. Alors, par rapport à cette situation, on voit donc que le numérique est un problème, mais si on revient à la question de l'automatisation, est-ce que le numérique pourrait aider? Eh bien oui, en partie, même si le numérique est une partie du problème, il peut aussi être une partie de la solution lorsqu'on pense à l'automatisation des droits, c'est-à-dire organiser l'octroi d'office des droits sans que la personne doive demander le droit et sans qu'elle doive prouver son statut. C'est ce qu'on appelle l'automatisation des droits. Alors assez étonnamment, ça n'a pas du tout retenu l'attention du politique, en tout cas vraiment pas assez jusqu'ici. Le politique a préféré mettre toute son énergie sur la lutte contre la fraude, on y reviendra. En attendant, il y a chez nous en Belgique un outil très intéressant qui est en lien avec l'actualité de la crise énergétique. C'est l'automatisation du tarif social énergie. C'est-à-dire que certaines personnes qui ont un revenu en dessous d'un certain seuil, donc les personnes qui ont le fameux statut BIM, peuvent bénéficier d'une réduction automatique de leur consommation de gaz et d'électricité. Ça n'est pas du tout nouveau, ça n'a pas été mis en place maintenant à l'occasion de la crise, puisqu'on a mis ça en place en Belgique dans les années 90, et c'est en fait la première démarche automatisée qui a été mise en place dans l'administration, une démarche vertueuse pour le citoyen. Elle a été mise en place pour convaincre en fait, les citoyens et les politiques de se lancer dans l'administration numérique. Et le but, quand on lit les travaux préparatoires de la loi qui encadre ce tarif automatisé, cette réduction automatisée, c'est vraiment de débusquer les nids de pauvreté en Belgique.
Alors, sans entrer trop dans les détails techniques, j'ai mis ici un schéma de la manière dont les choses se passent. Donc on commence par les fournisseurs d'énergie qui fournissent, qui envoient les contrats de tous leurs clients au SPF Économie. Le SPF Économie va confronter les données avec le registre national pour être sûr de l'identification des personnes et collecter ce fameux numéro d'identification au registre national. On envoie ça à la banque Carrefour Sécurité Sociale qui vérifie quelles sont les personnes qui ont un seuil de revenu inférieur à celui à partir duquel on peut avoir la réduction du tarif, et puis qui envoie la liste des personnes bénéficiaires au fournisseur d'énergie qui va appliquer alors automatiquement la réduction sans que la personne doive le demander. Alors ça fonctionne très bien puisque parmi les bénéficiaires de ce tarif social, 91% des personnes bénéficient effectivement de la réduction. Est-ce que pour autant c'est la solution miracle? Non. Il y a deux problèmes majeurs à mon sens. Le premier problème, c'est la qualité des données. On parle de 91% de personnes qui bénéficient effectivement de la réduction et pas de 100. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même toujours dans l'administration un problème d'erreur affectant les données. S'il y a une erreur dans la chaîne, dans une donnée, elle va empoisonner toute la décision. Et donc vous aurez un fournisseur d'énergie qui va annoncer au père de famille qu'il n'a pas droit à la réduction. Ce père de famille va dire mais pourquoi? Et le fournisseur va dire bah, moi j'en sais rien, j'ai reçu juste une liste disant que vous n'y aviez pas droit mais je ne sais pas d'où vient la donnée. S'engage alors un véritable parcours du combattant que j'ai testé moi-même à l'occasion, parce que j'ai testé beaucoup de procédures. Ça revient vraiment à retrouver une aiguille dans une botte de foin parce qu'on n'a pas encore mis en place, le politique a mis en place beaucoup d'outils qui bénéficient à l'administration, mais pas assez d'outils qui bénéficient aux citoyens. Et donc, c'est très difficile pour un citoyen, c'est vraiment retrouver une aiguille dans une botte de foin parce qu'on ne voit pas où est passée la donnée. Pourtant, je me dis que ça doit être possible parce que quand on commande une paire de chaussures, par exemple sur Internet, dans la minute où elle sort de l'entrepôt, on a un petit mail de Mondial Relais ou autre qui nous dit c'est sorti de l'entrepôt, puis ça va dans telle ville, puis encore dans telle autre. Il faudrait pouvoir imaginer un système semblable pour pouvoir avoir le traçage de vos données au sein de l'administration pour repérer et corriger les erreurs tant qu'il est encore temps. Alors, le deuxième problème, c'est la tentation du tout à l'automatisation. Donc, est-ce qu'on doit aller vers le tout à l'automatisation? C'est tentant dans le sens où on se dit, bah, c'est pratique, comme ça, tous les droits arrivent automatiquement, les gens reçoivent leur argent sur leur compte bancaire sans rien faire. Moi, je pense qu'il faut se méfier de cette tentation parce que, pour le dire brièvement, un État entièrement automatisé, c'est un État qui s'asphyxie. Je vais vous expliquer pourquoi. Au départ d'un exemple qui n'a rien à voir avec le numérique. Imaginez que dans une smart city, c'est un mot très à la mode, hein, donc une société, une ville qui maximise l'utilisation des technologies, imaginez qu'on mette des puces sur les bulles à verre. Quand la bulle à verre est remplie, la puce se met à sonner et ça déclenche l'arrivée d'un petit camion autonome qui va venir à la bulle à verre, vider la bulle à verre et transporter les déchets plus loin. C'est bien, tout le monde est content, ça tourne, la ville est propre, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'on n'a plus aucun débat sur la gestion des déchets, par exemple. Donc c'est un État entièrement automatisé qui tourne sur lui-même. Et c'est la même chose si on se met à remplacer des agents par des algorithmes et des croisements de données. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes face à un agent humain, oui, un agent humain a sa propre subjectivité d'humain. Oui, un agent humain va se sentir confronté à des dilemmes moraux. Oui, il va poser des questions, il va remettre en question les règles de droit, les pratiques de droit. Oui, il va être tenté, il va même être poussé à dénoncer des situations qui sont injustes en jouant le rôle de lanceur d'alerte. Oui, bien sûr, mais ça n'est pas pour autant que c'est un objet encombrant dans un processus numérique. Un agent humain n'est pas pour autant un bug à corriger, c'est au contraire une grande force d'avoir des personnes qui sont en première ligne, au contact du public, et qui peuvent veiller à une application et une interprétation raisonnable du droit. C'est très important pour veiller à ce que le droit reste en contact avec la pratique, qu'il reste cohérent et réaliste par rapport à la pratique, et qu'il puisse évoluer au fur et à mesure de l'évolution de la société. Ce que ne permet pas du tout le numérique. Pourquoi? Parce que le numérique, il fige la situation à un moment X, il va essayer de mettre les gens dans des cases. Quand vous vous branchez sur un portail pour pouvoir introduire une demande, vous devez sélectionner votre situation, indiquer une case particulière.
des témoignages auxquels j'ai accès, moi je constate que plein de gens disent « Moi, je ne me vois pas dans quelle case je rentre, c'est vraiment rentrer dans une case au sens propre. Je ne vois pas, donc je ne vois pas sur quoi cliquer, donc après c'est erreur 404, tout s'arrête, il n'y a plus moyen d'avancer. » Et l'alternative, c'est parfois de pouvoir expliquer sa situation par mail, mais c'est comme certains disaient dans la vidéo, c'est extrêmement difficile d'expliquer une situation délicate par mail. On a besoin d'un humain qui nous aide à identifier quels sont les éléments importants dans une situation. Et donc finalement, que se passe-t-il? Donc un processus numérique, alors certains disent oui, mais un processus numérique ça évite les erreurs. Pas du tout. Les algorithmes sont mis en place par les humains, on y reviendra, ça peut créer des bugs. Mais un bug lié à un algorithme, ce n'est pas une personne qui se trompe dans la gestion d'un dossier. Un bug dans un algorithme, c'est une massification de l'erreur sur tous les dossiers qui vont être traités par cet algorithme. C'est une massification de l'erreur, il y a beaucoup plus d'erreurs que si c'était un humain qui avait fait l'erreur, beaucoup plus d'erreurs, et c'est invisible. On crée progressivement des discriminations qui sont complètement invisibles et sur lesquelles on n'a plus de contrôle et qui ne peuvent pas être corrigées. Donc un état entièrement automatisé, c'est un état qui est opaque, c'est un état qui va tourner sur lui-même, c'est un état qui n'empêche pas les bugs, mais qui va augmenter ces bugs et les massifier. C'est pas très joyeux. Ce que je vais vous annoncer maintenant n'est pas très joyeux non plus. On va voir le contrôle des citoyens par le numérique. Donc c'est la question de savoir est-ce que les robots sont en train de devenir les nouveaux inspecteurs sociaux. Alors je vous le disais, le politique n'a pas mis beaucoup d'énergie sur l'automatisation des droits. Par contre, ils ont mis beaucoup d'énergie sur l'automatisation du contrôle des citoyens et en particulier du contrôle des personnes précarisées. Et donc ça c'est vraiment une question que je me pose toujours à l'heure actuelle. Pourquoi cette priorité sur la fraude sociale? Je pense qu'on peut même aller un cran plus loin avec une question majeure qui est en suspens, il n'y a pas de réponse toute faite. Est-ce qu'on n'en est pas dans une situation où l'aide sociale devient un prétexte à un contrôle social renforcé? Est-ce qu'on en est arrivé à un stade où on considère qu'une personne qui bénéficie d'une aide sociale est d'office un fraudeur potentiel? En tout cas, il n'y a pas de réponse pour le moment, mais il y a un constat objectif, c'est que lorsqu'une personne dépend de l'État pour des allocations, plus elle dépend de l'État, plus elle va fournir à l'État de données, plus l'État aura des données à son sujet, et une fois que l'État a beaucoup de données à son sujet, il va être tenté, évidemment, de les réutiliser, notamment pour contrôler. Donc c'est probablement ça qui se passe. Alors, je vais vous parler ici de deux cas concrets, deux exemples concrets de contrôle qui, à titre tout à fait personnel, me choquent assez fort, mais c'est bel et bien une réalité, c'est écrit noir sur blanc dans les textes juridiques. Je vais vous parler d'abord du contrôle des chômeurs au départ de leur consommation d'eau et d'électricité. Il y a eu un article sur le sujet qui titrait « Dis-moi combien tu consommes et je te dirai si tu fraudes ». Donc pour le dire autrement, on va vérifier si les chômeurs ne prennent pas trop de douches. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à traquer la domiciliation fictive. Donc c'est un type de fraude, la fraude au domicile. Il faut savoir que quand une personne perçoit l'allocation de chômage, elle perçoit une plus grande allocation si elle vit seule que si elle vit en couple. Et donc il existe des personnes qui se déclarent isolées alors qu'elles vivent en couple. Qu'a décidé de faire l'État, de traquer la consommation des chômeurs pour voir si il n'y a pas trop d'eau consommée, ce qui voudrait dire qu'il y a trop de douches qui sont prises, ce qui voudrait dire que la personne ne vit pas seule. Alors, je trouve ce processus choquant, d'abord parce qu'au niveau symbolique et au niveau des libertés fondamentales, c'est extrêmement intrusif dans la vie privée, dans l'intimité, il y a quelque chose quand même là derrière d'assez humiliant. Et à ma connaissance, donc vous savez qu'il y a de la fraude fiscale, à ma connaissance, on ne va pas contrôler les douches des fraudeurs fiscaux. Par exemple, Bernard Arnault, le Français qui s'est installé à Uccle tout un temps, a été suspecté d'évasion fiscale. À ma connaissance, on n'a pas été compter le nombre de douches pour voir s'il vivait bien dans sa maison à Uccle. On s'est contenté de lui proposer une petite transaction pénale, ni vu ni connu, pour éteindre l'affaire. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est la pertinence des données. Parce que on va imaginer qui
on va identifier le fraudeur potentiel au départ du fait qu'il s'écarte d'une certaine moyenne. Donc regardez, les fournisseurs d'eau et de gaz fournissent donc les contrats de leurs clients à la Banque Carrefour Sécurité Sociale, mais uniquement les clients dont la consommation s'écarte d'une certaine moyenne. Ils envoient ça à la Banque Carrefour Sécurité Sociale, qui va vérifier qui est bénéficiaire de l'allocation de chômage et envoie ça au registre national. On croise pour voir l'allocataire, celui qui a l'allocation de chômage, une trop grande consommation d'eau par exemple. Est-ce qu'il vit seul, officiellement, ou est-ce qu'il vit en couple? Si officiellement il vit seul, alarme qui s'enclenche après le croisement de données, on envoie à l'inspecteur qui va ensuite contrôler le possible fraudeur. Donc je vous disais c'est très intrusif, mais il y a un problème au niveau de la pertinence des données qui est pourtant un enjeu fondamental, une exigence fondamentale en droit de la protection des données. C'est qu'en fait quand on parle avec des personnes du secteur, on comprend assez vite qu'il est impossible d'établir une moyenne de consommation. Et avec ce qui se passe pour le moment, la crise énergétique et le fait qu'on est tous en train de réduire notre consommation, il va être encore plus impossible que jamais d'établir une consommation moyenne. Et donc on est en train de traquer des personnes au départ de données qui en fait ne veulent rien dire. Et alors c'est très touchant quand on parle avec des personnes qui sont sur le terrain, c'est qu'il y a des personnes qui vivent dans des bâtiments tellement insalubres que c'est mal isolé, donc ils sont obligés de surchauffer, il y a des fuites d'eau, donc il y a pas mal d'eau liée à une fuite d'eau. Il y a des personnes aussi qui font le choix d'avoir froid, qui font le choix d'être en situation de précarité énergétique, de consommer très peu d'énergie parce qu'elles n'ont pas le choix, elles ne peuvent pas le payer. Et donc c'est vraiment une grande question de savoir comment est-ce qu'on peut continuer à contrôler des personnes sur la base de données qui ne sont pas pertinentes. Autre cas, Oasis. Alors, moi j'ai découvert Oasis en fouillant dans des documents d'administration. Un jour je vois Oasis. Je me dis tiens, ça c'est comique, qu'est-ce que la boisson orange et sucrée fait dans des documents d'administration. C'est comme ça que j'ai eu l'attention attirée, donc je remercie vraiment l'administration d'avoir choisi ce nom. En fait c'est beaucoup moins sucré et joyeux que ça, ça signifie Organisation Antifraude des Services d'Inspection Sociale. En quoi ça consiste? C'est un outil de profilage pour profiler les personnes suspectées de faire du travail au noir. Alors comment ça marche? Donc en droit du numérique, on aime bien les mots anglais. Donc, on fait un data matching de données. C'est-à-dire qu'en fait, on rassemble une masse de données dans une énorme base de données qui s'appelle un data warehouse. Ça veut dire un entrepôt de données. On rassemble tout ça, vous voyez la marmite, et donc ce sont des données fiscales, sociales, des données relatives à l'emploi, des données relatives à l'identité. On mélange tout ça dans une grande base de données. Et puis, on applique ce qu'on appelle du data mining, donc de l'extraction de données, et ça, c'est le même système que la boule de cristal. Donc, on fait tourner des algorithmes anti-fraude sur cette grande marmite de données, et on en sort une liste de personnes suspectées de fraude. On a une liste de personnes suspectées de fraude qu'on envoie ensuite à un inspecteur qui va aller faire l'inspection sur place pour voir si effectivement il y a eu du travail ou non. Alors, des échos que j'ai eus, c'est très efficace. Mais ce qui se passe, c'est que la décision de contrôler une personne n'est plus prise par un humain. La décision est prise essentiellement par un algorithme. L'humain n'est plus là que pour jouer la potiche. Et j'en ai parlé avec des inspecteurs sociaux qui en étaient vraiment meurtris, qui le disent eux-mêmes, on n'est plus qu'une potiche. Parce qu'en fait, on ne décide plus de rien à l'époque, on pouvait encore expliquer à la personne pourquoi elle avait été ciblée, et il y avait quelque part une vertu pédagogique derrière le contrôle. Ici, c'est impossible, on a le nom sur un tableau qui est issu d'alarmes qui sont des algorithmes qui ont tilté, et on doit aller corriger la personne. Autre problème lié à cette utilisation massive d'algorithmes qui déterminent majoritairement la décision, c'est qu'il n'y a aucune loi. Donc, cette base de données n'est encadrée par aucune loi, le processus n'est encadré par aucune loi, c'est planqué. Et moi, pour avoir fait beaucoup de recherches là-dessus, j'ai vraiment cru que je me trouvais dans James Bond. Donc, quand on fait une thèse un peu toute seule sur un sujet qui, dit-on, n'intéresse personne, c'est assez excitant, en fait, de creuser. Les administrations disent non, donc on me répondait des arguments juridiques pour dire que c'était pas possible. Je voulais avoir accès à l'algorithme, en fait. Je voulais savoir pourquoi
qui faisait cet algorithme, comment il était fait. Donc non seulement il n'y a aucune loi, mais il n'y avait aucune info sur qui fait l'algorithme et comment il est fait. Donc on disait non, parce que si on donne l'algorithme, ça va encourager certains à frauder, etc. Donc il n'y avait pas l'existence de l'outil et il n'y avait pas l'existence d'algorithme. Donc j'ai écrit à beaucoup d'administrations. Et puis à un moment, j'ai reçu un coup de fil d'une personne d'administration qui m'a dit « Madame, on est deux ici, on voit bien que vous vous acharnez à essayer d'avoir l'info. On va vous aider, mais vous nous jurez que jamais vous ne donnez notre nom ni dans une conférence ni dans une recherche. » Donc ils resteront à jamais secrètement bien gardés, mais ils m'ont bien aidé à comprendre l'outil, si ce n'est que je n'ai toujours pas eu accès à l'algorithme. On m'a répondu très récemment, ne vous en faites pas madame de Graaf, parce que maintenant je suis connue comme un vieux sourd. Je me demande si je ne suis pas sur un peu des listes noires aussi. Ne vous en faites pas, Oasis va progressivement être supprimé et on le remplace par la Big Data Analytics Platform à 6,75 millions et on va fonctionner avec de l'intelligence artificielle qui sera vraiment boostée par rapport à Oasis. Donc je ne vois pas pourquoi on s'imaginait que j'allais être rassurée par ça, mais toujours est-il que voilà le problème. Or, pourquoi c'est un problème de ne pas savoir qui fait l'algorithme et comment est-ce qu'il est fait? Bien sûr, un citoyen ne va pas lui-même comprendre comment est fait l'algorithme, mais c'est important qu'on puisse à un moment auditer, que des techniciens auditent l'algorithme. Par exemple, vous buvez peut-être du Coca-Cola, la recette de Coca-Cola elle est secrète, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dedans, mais vous buvez quand même du Coca-Cola. Pourquoi? Parce que vous savez que quelqu'un quelque part a vérifié que le Coca-Cola n'est pas du poison. Ici, avec les algorithmes qui tournent dans l'État, personne ne vérifie comment sont faits ces algorithmes. Et il y a eu récemment une grosse affaire aux Pays-Bas, et c'était marrant parce que j'étais dans une conférence au Conseil d'État en France, et les chercheurs des Pays-Bas étaient là en train d'expliquer la naissance de leur affaire. Je me dis, mais ça c'est Oasis, donc j'ai suivi ça comme la suite du feuilleton de James Bond, parce que je me suis dit, chez eux ça bouge. En fait, ils ont un équivalent, qui s'appelle Siri, qui est l'équivalent à Oasis, vraiment un outil pour lutter contre la fraude sociale. Mais chez eux, ils ont réussi à s'unir, donc il y a des chercheurs, des journalistes, des associations qui se sont mises ensemble pour attaquer cet outil, parce qu'ils ont eu accès à ces fameux algorithmes. Et cet outil a été invalidé, jugé contraire aux droits fondamentaux, parce que l'algorithme était biaisé. Il y avait un bug dans l'algorithme qui conduisait à contrôler en priorité les pauvres et les migrants. Et Philippe Holston, qui était le rapporteur des Nations Unies, il s'est investi dans l'affaire. Et il a dit, mais en fait, il faut comparer, je trouve que c'est un bon réflexe, il faut comparer ce qui se passe avec l'algorithme à ce qui se passerait dans la vraie vie. Et donc, le bug de cet algorithme qui conduit à contrôler d'abord les pauvres et les migrants, il dit, c'est comme si dans la vraie vie, on envoyait une armée d'inspecteurs, mais énorme, parce qu'un algorithme, c'est un effet massif, donc, une armée d'inspecteurs, toujours dans le quartier de pauvres et de migrants. Même le quartier de riches à côté commencerait à se plaindre en disant il y a un problème, il y a une vraie discrimination massive. D'où l'importance de pouvoir voir si l'algorithme est juste. C'est quand même normal de pouvoir savoir si l'algorithme ne crée pas des inégalités insidieuses sur lesquelles on n'a aucune prise et auxquelles on ne peut pas mettre fin. Alors voilà, pour conclure, je dirais, comme je dis souvent à mes étudiants, c'est pas parce que c'est techniquement faisable que c'est démocratiquement acceptable. On doit toujours bien garder en tête que c'est le numérique qui doit s'adapter à la société et pas l'inverse, ce n'est pas à la société à s'adapter au numérique. Or, on a un vrai gros problème ici de démocratie et d'état de droit, c'est que si l'administration fait le choix de travailler avec des algorithmes, elle fait le choix de faire confiance à des techniciens. Or, puisque ce sont des techniciens, des développeurs d'algorithmes qui vont faire l'algorithme, un choix algorithmique qui est fait pour un outil utilisé par l'État, c'est un choix de société, puisque cet algorithme va avoir un effet sur la société. Alors, les développeurs, je pense qu'ils travaillent en toute bonne foi, toute bonne volonté, mais ils ne sont pas toujours conscients que le choix qu'ils font est un choix de société, et il n'y a que qui sont au courant de la manière dont ils le font. Or, le droit n'est pas fait pour être appliqué par les algorithmes. Jusqu'ici, en tout cas, le droit est rédigé de manière telle à être appliqué par des humains, par des avocats, par des juges, par des chercheurs, par des agents humains qui travaillent dans l'administration, mais pas par des algorithmes. Donc quand un développeur d'algorithme fait le choix de traduire une règle de droit en algorithme, il choisit de lui-même le choix qui doit être fait concrètement. Donc il ne va jamais réussir à traduire totalement la règle de droit. Et donc nécessairement, il y aura des personnes qui en fait respectent le droit,
mais tombent dans le radar de l'algorithme, et à l'inverse, il y aura des personnes qui ne respectent pas le droit, mais qui ne tombent pas dans le radar de l'algorithme qui est orienté vers une certaine situation. Et on le voit dans ce que je vous ai montré sur le contrôle des douches des chômeurs, c'est ça, on va aller contrôler, comme les données qu'on utilise ne sont pas pertinentes, c'est un développeur qui a choisi de pouvoir faire ce choix, de savoir comment est-ce qu'on allait cibler les personnes suspectées de fraude. On contrôle des personnes qui n'ont vraiment rien fait, avec derrière la question de la responsabilité politique. Parce que quand on en parle politique, la réaction est toujours la même. Oh, moi je comprends rien, hein. On a confié ça à une boîte de consultance, ils ont fait les choses, ça a l'air de tourner, vous allez quand même pas venir mettre votre grain de sel là-dedans, ça tourne, ça tourne. Hein, donc c'est toujours la même réponse. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de responsabilité politique? Et là, c'est une vraie question de responsabilité dans un état de droit. La question de savoir qui décide. Et donc au final, on doit, je pense, vraiment se demander si on fait le choix d'une société qui n'est pas dominée par les robots, ce que j'espère, comment va-t-on faire pour utiliser le numérique, non pas pour étouffer le dialogue entre les citoyens et l'État, mais au contraire pour l'encourager et laisser respirer tout un chacun. Je vous remercie pour votre écoute. Et je suis Vas-y. On m'avait donc demandé au terme de ce cycle de dire un mot sur, dans le fond, les fondements anthropologiques. Et on a vu dans d'ailleurs les deux derniers exposés, mais connaissant les travaux de Renan Ronce et ceux de René Réjoisy, on voit que dans les recherches sur la robotique, revient de plus en plus maintenant, et on le rappelait dans le débat, une exigence anthropologique, c'est-à-dire un rapport à l'humain. Mais une chose est de dire, effectivement, il faut tenir compte de l'humain. Autre chose est d'amener des arguments qui justifient cette introduction de l'humain à une époque où on pourrait dire que les machines peuvent très bien remplacer, même si on voit que ce n'est pas le cas, bien entendu, mais toute une série de personnes pourraient estimer que, d'une part, on pourrait remplacer les humains ou déployer des machines qui, de plus en plus, rejoindraient ces exigences d'humanité, ou bien, d'une certaine manière, de prétendre que, dans le fond, l'humanité est quelque chose de complexe et que cette exigence d'humanité pourrait très bien se traduire de différentes manières. Donc aujourd'hui, on a d'une certaine manière un déficit d'humanité, mais c'est parfois contré par une mentalité qui dirait « oui, mais demain nous aurons des machines qui feront comme l'humain », et donc le problème c'est d'avoir des machines plus performantes et qui introduiront de l'émotion, qui introduiront des capacités perceptives, cognitives supplémentaires, etc. Et face à cet argument, il faut pouvoir répondre. Et ce que je voudrais simplement faire aujourd'hui, c'est peut-être montrer que pour construire le droit de demain, ou pour construire une position face à l'introduction massive de machines dans le champ de nos sociétés, il faut peut-être revenir sur un fondamental qui est qu'est-ce que l'humain et qu'est-ce qui fait la différence anthropologique fondamentale. Et si on n'y parvient pas, alors on laissera bien entendu le champ ouvert à des personnes qui pourraient dire ben voilà, les machines plus performantes de demain pourront faire ce que l'humain fait, et donc il n'y aura pas de raison d'introduire plus d'humains dans le processus. Alors, le fondement d'une éthique, d'une certaine manière, du numérique peut prendre différents aspects, soit plus individuels, centrés sur les personnes, soit une dimension sociale. Et il faut tenir compte évidemment des deux, parce que la question, par exemple, du numérique, de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est une question qui touche des personnes individuellement. On le voit en particulier dans ce que Élise vient de rappeler, mais c'est en même temps, et son exposé le montre aussi, et celui d'Yves Poulet aussi, ça a une dimension sociale, c'est-à-dire que est-ce que le numérique introduit massivement va contribuer au bien commun de la société, et sur quoi faut-il fonder ces exigences éthiques. Alors, je voudrais revenir sur cette question
qui est transversale aux différents exposés du site, c'est qu'est-ce que l'humain et peut-on remplacer l'humain par un robot? Alors, c'est une question difficile, puisque finalement toute l'histoire de la philosophie est centrée en partie sur la réponse à cette question, donc je ne vais pas retracer toute l'histoire de la philosophie, mais je voudrais reprendre quelques éléments caractéristiques de l'humain, et puis poser la question de savoir, pourrait-on remplacer l'humain par des machines caractérisées par ces choses-là. Bon. Alors, l'humain est un être doué de raison et de créativité. Alors, si vous oubliez tout ce que je dis dans mon exposé maintenant, peut-être qu'une chose qu'il faudrait retenir, c'est que il me semble que, justement, l'humain n'est pas d'abord et avant tout défini par des caractéristiques ou des aptitudes. Parce que souvent, quand on définit l'humain par des aptitudes, cognitives, perceptives, etc., tout de suite, on peut trouver une machine qui pourrait faire la même chose, plus vite, etc. Et donc, la tentation serait de définir l'humain par sa capacité à faire des mathématiques, sa capacité à utiliser des outils, etc. Et chaque fois qu'on entre dans ce régime-là de pensée, alors on tombe sur, finalement, des gens qui disent « oui, mais enfin, certains animaux font mieux que vous, des machines le feront mieux, etc. » Et il me semble qu'une des caractéristiques fondamentales de l'humain n'est pas d'abord et avant tout des caractéristiques, des aptitudes très spécifiques, mais peut-être l'aptitude à toujours transgresser les aptitudes ou les règles. Dans le fond, ce qui caractérise, et on parlait hier de peut-on remplacer l'humain, l'artiste, par une machine qui va créer des tableaux aussi bien que Van Gogh, Picasso, etc., puisqu'on vend à l'heure actuelle effectivement des œuvres qui sont faites par l'intelligence artificielle. Pourrait-on remplacer les mathématiciens par des machines à démontrer des théorèmes, etc. Bien, on pourrait dire qu'il y a des machines qui feront très bien des peintures, qui démontreront des théorèmes, mais ce qui caractérise l'humain par contraste avec la machine, c'est que l'humain sera toujours capable de transgresser les règles qu'il s'est données et qu'il a devant lui, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait la caractéristique, si on pourrait prendre d'Einstein, par exemple, c'est peut-être pas que Einstein avait une aptitude, une connaissance de toutes les mathématiques de son temps. Hein, on sait qu'il s'est laissé inspirer par Marcel Grossmann, quelqu'un qui connaissait la géométrie différentielle à Zurich, etc. Donc, oui. Et surtout sa compagne. Et, oui. Et sa compagne aussi pour la relativité restreinte. Et donc, on pourrait dire, ce qui le caractérisait, c'est peut-être pas tellement le fait qu'il avait une aptitude à connaître toute la science de son temps, mais ce qui le caractérise spécifiquement, c'est sa capacité d'aller au-delà des interdits que posaient un certain nombre de théories scientifiques pour les transgresser et pour faire du neuf. On pourrait dire que tous les créateurs d'art, c'est comme ça. Les créateurs d'art sont ceux qui font des choses que jamais personne n'ont fait. Parce qu'on considérait que c'était contradictoire, que c'était mauvais, qu'on ne pouvait jamais faire ça, et eux l'ont fait. Donc, capacité d'une certaine manière, d'aller toujours au-delà des règles, non pas pour démolir le système, mais d'une certaine manière pour engendrer quelque chose de totalement nouveau. Et donc, ce que je proposerais ici, vous voyez, je vais détailler un certain nombre de choses, mais c'est que si l'on veut poser la question de la différence entre l'homme et la machine, et si on veut définir ce qui serait la nécessité, la place nécessaire de l'humain dans un monde de plus en plus numérisé, robotisé, automatisé, etc., c'est de réserver une place dans un système de règles pour quelqu'un qui est capable de transgresser les règles pour sauver l'esprit des règles. Ricoeur disait, puisqu'on a fait 2 exposés tournant autour du droit, Ricoeur a dit que le magistrat était celui qui humanisait le droit, qui introduit l'humain dans le droit. Mais pourquoi ? Parce que le magistrat peut, à un certain moment, suspendre une règle de droit pour sauver son esprit. Si vous regardez le fonctionnement de l'humain dans des systèmes de règles, si le système de règles est laissé à lui-même,
il ne peut faire d'une certaine manière que ce que la clôture des règles permet. Or, à un certain moment, pour sauver l'esprit des règles de l'administration, il faut sortir des règles de l'administration. Il faut d'une certaine manière accepter que quelqu'un ne paye pas ses impôts maintenant pour que demain, il se refasse une santé financière et puisse payer ses impôts. Il faut accepter, si vous voulez, cette idée d'une société ouverte. Et alors, pour reprendre un exemple philosophique assez intéressant, à la fin de sa vie, Henri Bergson, le fameux philosophe, professeur au Collège de France, qui avait écrit L'évolution créatrice, s'est posé la question de savoir quel est l'aboutissement de l'évolution au niveau de l'humain, si vous voulez. Et Bergson disait, ce qui caractérise l'évolution, la pointe de l'évolution au niveau des humains, ce sont, disait-il, les héros et les saints. Et c'est-à-dire ces personnes atypiques qui évitent un système de se clore sur lui-même, qui permettent de casser la clôture des sociétés closes et des morales closes, comme il disait, pour toujours réserver une place à ce qui est au-delà des règles, au-delà des clôtures, des systèmes asphyxiants, totalisants, etc. Bien sûr, il disait ça dans une période qui était celle de la montée des totalitarismes, etc. Mais il y a quelque chose d'intéressant pour nous dans un système qui de plus en plus enferme et rigidifie, on a utilisé le mot fige, toute une série de processus humains dans des systèmes qui sont clos au niveau des règles, ce sont des systèmes formels parfaitement clos. Peut-être que la pointe de l'évolution est dans la direction de gens qui toujours réservent une ouverture au système. Et c'est peut-être là que se trouve la spécificité de l'humain, plus que dans des aptitudes bien spécifiques, si vous voulez, qui seraient des aptitudes de haut niveau cognitif, perceptif, etc. Capacité de briser la clôture des règles pour sauver l'esprit des règles et inventer de nouvelles règles. Bon. Alors, je vais prendre simplement trois aspects. Dans le domaine de la cognition, et j'en ai dit un mot, donc les humains créent des algorithmes, mais les algorithmes fonctionnent toujours, bien évidemment, à partir des règles que les humains ont données. On oublie toujours l'antécédence de l'humain sur les règles. On peut programmer un ordinateur, on peut faire une intelligence artificielle qui invente de nouvelles règles, qui modifie ces règles. Mais ces systèmes ne peuvent inventer de nouvelles règles et modifier leurs propres règles qu'à partir de règles qu'on leur a données. Donc, mais qui pourra changer ces règles, si vous voulez? Changer les règles du changement des règles. Bien ça, d'une certaine manière, c'est celui qui conçoit le système. Bon. Et par exemple, pour prendre simplement un exemple dans la créativité scientifique, si vous voulez, on doit revenir à ce qui fait la caractéristique de la création en sciences ou en art, etc. Beaucoup de choses, par exemple en mathématiques, ont été engendrées par des décisions de mathématiciens qui décidaient de faire des choses qui apparaissaient à une certaine époque comme contradictoires. Donc pensons simplement à l'infini. Donc l'infini plus 1, c'est l'infini. Donc c'est un peu comme quelque chose qui est 1 égale 0. J'ajoute quelque chose à une grandeur et elle reste la même. Ça, pendant des siècles, c'est apparu comme quelque chose de tout à fait contradictoire. Mais à un certain moment, des mathématiciens estiment que, oui, c'est un concept très riche, il est peut-être contradictoire dans un domaine de règles, mais ils décident d'aller au-delà, de franchir l'interdit pour faire du nouveau. C'est la même chose pour les nombres imaginaires, etc. Il y a chaque fois des décisions de transgresser la règle. Et ça, une machine ne peut pas entièrement le faire. Pourquoi? Vous pourriez dire, mais si, une machine pourrait inventer les nombres imaginaires, pourrait avoir l'idée de construire une représentation, une axiomatique de l'infini, etc. Pourquoi une machine ne pourrait pas facilement le faire? Parce que l'ensemble de toutes les transgressions possibles est un ensemble qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez? Comme le dit Stuart Kauffman, qui est un biologiste théoricien, vous voyez, dans les situations qui sont, dans le fond, qu'on peut maîtriser par des machines,
l'ensemble des possibles peut être balisé. C'est un peu comme dans les probabilités. Vous pouvez, si vous avez des probabilités qu'un tel événement se produise, c'est parce que vous pouvez balayer l'ensemble de tous les possibles. Oui, et leur associer une certaine probabilité. Mais il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas fixer cette probabilité, parce que l'ensemble de tous les possibles n'est pas cernable facilement. Donc, la machine aura des difficultés de cerner quelque chose qui, d'une certaine manière, ne peut pas être exploré en temps fini. Mais le créateur, lui, par intuition, va prendre une décision et va franchir un pas qui, d'une certaine manière, sort totalement de ce qui peut être maîtrisé par les règles, et simplement pour une raison d'intuition, d'utilité, etc. Et donc, il y a quelque chose dans la cognition humaine que la machine ne pourra pas faire. Non pas parce que la machine n'est pas suffisamment forte, non pas parce qu'elle ne pourrait pas changer par elle-même ses algorithmes pour s'adapter à une situation, mais parce qu'il y a des situations qui seraient franchement antagonistes à ses propres règles. Et l'humain est, par nature, d'une certaine manière, quelqu'un qui peut franchir ses limites et décider de faire ce qui est interdit. Non pas pour faire exploser le système, mais au contraire pour le déployer, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, rêver d'une machine qui remplacerait totalement l'humain pour faire de la création, si vous voulez, de nouvelles règles ou de nouveaux processus, c'est probablement une illusion, si vous voulez. Bon. Deuxième chose, c'est la question des émotions. Donc, dans le cas qui nous concerne, les émotions sont centrales. Et donc, la relation humaine est faite non seulement de choses qui sont rationnellement concevables, mais est faite d'émotions. Je suis touché par la souffrance de quelqu'un qui est exclu, je suis sensible à quelqu'un qui est malade, qui est pauvre, etc. Je suis touché par une expérience humaine d'un certain type. La question est de savoir, est-ce que je peux totalement remplacer une machine, un humain, par une machine? Et c'est le cas maintenant dans les administrations ou dans certains hôpitaux en Asie, où on remplace effectivement des personnes par des robots d'assistance qui vont répondre à vos questions, qui sont capables de détecter éventuellement du stress chez les personnes. C'est le cas de robots d'assistance aux personnes âgées dont on parlait hier avec l'exposé d'Yves Poulet. La question est de savoir, est-ce qu'on pourra, d'une certaine manière, remplacer les humains par des machines qui peuvent détecter les émotions et qui peuvent gérer les émotions. Bon. Alors il y a énormément de travaux aujourd'hui là-dessus. En robotique, sur les robots émotionnels, il faut lire les beaux travaux de Laurence de Villers. Mais d'une certaine manière, il y a quelque chose qu'il faut rappeler et qui est, ma foi, essentiel, c'est que la simulation des processus cognitifs ou la simulation des émotions n'est pas identique aux processus cognitifs et aux émotions. La simulation aussi parfaite que l'on veut des émotions n'est pas identique à la réalité des émotions. Pourquoi? Parce que, en particulier, être sensible au stress de la personne qui est devant moi, par exemple, dans un guichet où la personne vient demander effectivement de l'aide, etc., l'émotion demande cette capacité de pouvoir se mettre à la place de la personne. Donc, l'empathie, si vous voulez. Mais l'empathie nécessite d'une certaine manière un vécu humain, de ressentir en soi la souffrance de l'autre. Bon. La question, la machine peut identifier des traces d'émotion, des signes sur le visage d'une émotion, mais d'une certaine manière, la machine n'a pas conscience d'une expérience qui ferait rejoindre la souffrance de l'autre. Pourquoi? Parce que la machine n'a pas d'une certaine manière une histoire longue et n'a pas quelque chose qui lui fait rejoindre l'histoire de l'autre humain. En particulier parce que la machine n'a pas de corps. On fait comme si la machine pouvait détecter toute une série de choses, mais la machine n'a pas une histoire longue et la machine n'a pas de corps. Or, d'une certaine manière, c'est la corporéité qui nous fait entrer dans le monde de l'émotion, qui nous fait rejoindre la souffrance de l'autre. Et il y a donc quelque chose d'important de reconnaître, si vous voulez, cette place de la corporéité. Or, le monde du numérique est un monde qui, d'une certaine manière, désincarne les processus. On fait comme si un robot
était simplement là pour détecter un certain nombre de signes et puis répondre à des questions. Mais ceux qui vont dans des guichets, à la banque ou pour prendre un billet de train, ce qui est de plus en plus rare dans nos régions, pouvaient aller prendre un billet ou aller à la banque, etc. Pas seulement pour prendre un billet ou avoir de l'argent, mais pour rencontrer des personnes. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on fait comme si les relations humaines avaient toujours l'utilité qu'elles doivent avoir. Mais tout le monde sait bien qu'un guichet dans une gare, c'était autre chose qu'un distributeur automatique de tickets. C'était aussi l'occasion pour des personnes isolées d'aller discuter avec quelqu'un, et peut-être la seule personne avec laquelle ils pouvaient discuter pendant la journée, si vous voulez, ou confier un certain nombre d'angoisses. On pourrait dire, oui, mais c'est pas ça, un guichet de gare. Oui, mais quelqu'un peut aller dans un magasin pour aussi ne pas rester seul. Quelqu'un pouvait aller à un guichet de train et se sentir en sécurité parce qu'il voyait une personne. Vous voyez, la machine ne sert qu'à quelque chose de bien précis. On va faire des automates pour donner des tickets. On va faire des machines à distribuer les billets pour distribuer les billets. Mais justement, c'est de nouveau de l'ordre de la transgression. L'outil technique ne rend pas compte de quelque chose qui était de l'ordre de la gratuité, si vous voulez. Or, cette gratuité est, dans le fond, essentielle. La technologie ne fait que remplacer un des aspects de la relation humaine. Un seul aspect. Mais pas tout. Oui, pas tout. Mais comment programmer une machine pour qu'elle puisse, d'une certaine manière, se rendre compte que la personne qui est au guichet a besoin d'autre chose que du ticket, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit revenir. Mais comment savoir que la personne a besoin d'autre chose que le ticket? C'est parce que c'est rejoindre la personne dans son expérience pour avoir vécu soi-même une expérience peut-être de mise à distance, d'écartement, etc. Et donc, il y a quelque chose de l'histoire humaine que la machine n'a pas. Les machines sont sans histoire, certainement. Le monde des machines, c'est un monde sans histoire longue. Or, le monde de l'humain, c'est un monde fait d'historicité et de corporéité. Lévinas, dont vous connaissez ce grand philosophe, a fondé toute son éthique sur le rapport au visage de l'autre, c'est-à-dire de la rencontre de l'altérité de l'autre à partir d'une relation profonde et de l'interpellation du visage de l'autre. Et donc, la machine n'a pas de véritable visage, si vous voulez. La machine a une simulation externe de visage, mais n'a pas vraiment de visage. Alors, le troisième point, c'est la question de la moralité. Aujourd'hui, de plus en plus, on développe des machines qui seraient censées respecter des règles éthiques, mais aussi avoir des comportements moraux, c'est-à-dire simuler ce qui est de l'ordre de la conscience morale. Et s'est développé ces derniers temps toute une série d'études autour de ce qu'on appelait les moral machines. Un peu comme si on pouvait développer des machines qui seraient susceptibles de respecter, enfin de faire respecter des lois, non seulement juridiques et éthiques. Et ce genre de situation a pris une ampleur importante dans le cadre de la robotique militaire, puisque l'utilisation de plus en plus de drones avec l'idée de faire des lethal autonomous weapon systems, des systèmes létaux autonomes armés, implique de mettre des algorithmes qui seraient susceptibles de vérifier le respect des règles du droit international humanitaire et un certain nombre de principes éthiques. Et donc s'est développée autour de ça l'idée qu'on pourrait rendre une machine peut-être plus morale que les humains, parce que l'humain peut déraper, l'humain peut faire des atrocités, mais la machine, elle, ne le fera pas. Alors, ce qui est vrai, c'est que la machine peut contrôler la satisfaction d'un certain nombre de règles, mais le problème de la machine, c'est de savoir, oui, mais est-ce que je suis dans la situation où je peux appliquer telle ou telle règle? En matière de droit, appliquer des règles de droit, c'est facile quand on a qualifié le fait, mais la qualification du fait demande toute une compréhension de l'interprétation du contexte. Et c'est dans ce contexte-là que pourraient se réactiver de très vieilles réflexions qu'on trouve déjà
dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote et chez Thomas d'Aquin, par exemple, quand ils ont fait remarquer que la morale ne peut pas être simplement une logique déductive à partir de règles. Parce que connaître les règles, c'est bien, mais pour appliquer les règles, il faut savoir dans quel contexte on est, quelles sont les intentions des acteurs qui sont présents, et reconnaître une intention, ce qui est quand même capital dans le cas d'un homicide volontaire ou involontaire, etc. Reconnaître une intention, c'est quelque chose qui n'est pas algorithmique. Oui, c'est quelque chose qui est difficilement implémentable dans un algorithme. Et reconnaître tous les déterminants d'une situation, interpréter un contexte, est aussi extrêmement compliqué, parce qu'il y a des tas de choses que la machine ne peut pas intégrer, même si elle a appris pendant un certain nombre pendant un certain temps, un certain nombre de domaines. Bon, donc Aristote disait, si vous voulez, en gros, la morale n'est pas simplement une application de règles déductives, mais ça fait appel aussi à une sorte d'intelligence des situations, une sorte de sagacité. Alors on a souvent traduit phronésis chez Aristote par la prudence, mais c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la sagacité, une intelligence des situations particulières qui permet alors de savoir comment on va appliquer les règles générales dans des contextes très particuliers. Et éventuellement, si on doit appliquer la règle générale, qui semble s'appliquer, mais qui se retournerait contre l'esprit de la règle. Vous voyez ? Ça, c'est cette vieille notion de prudence sur laquelle je ne vais pas insister, mais je voudrais citer de ce point de vue-là, à ce niveau-là, la citation, oui, Renaud doit nous quitter, et je le salue, et je voulais remercier les orateurs, et donc je le fais en votre nom maintenant. Voilà. Je voudrais citer ici ce petit extrait de mes deux collègues, Laurence Bouclot et Bruno Leclerc, dans leur cours de logique formelle et argumentation, qui me semble tout à fait judicieux. Il dit ceci, donc Perelman c'est ce philosophe de l'Université libre de Bruxelles, qui a été pris dans un débat dans les années 50, où apparaissaient sur le marché de plus en plus des logiques adaptées au droit, logiques déontiques, en particulier forgées par von Wright, qui était le successeur de Wittgenstein. Et se développait l'idée qu'on pouvait remplacer éventuellement les jugements des magistrats par des procédures logiques d'un certain type, par une logique adaptée au droit, si vous voulez. Et Perelman a réagi en disant, attention, le jugement d'un magistrat n'est pas entièrement quelque chose de l'ordre d'une dérivation formelle, une logique formelle. Il y a quelque chose de la rhétorique juridique qui reste tout à fait raisonnable, sans être totalement rationnel au sens de la logique formelle. Et je cite ces deux collègues, ils disent, Perelman conclut qu'il ne peut pas y avoir de machine à juger. Or, il y en a en Estonie aujourd'hui, si on a fait si les dommages n'excèdent pas 7 000 €, on peut être jugé automatiquement par une machine, si vous voulez. Il ne peut y avoir de machine à juger comme il y a des machines à calculer. Juger ne consiste pas simplement en un travail déductif systématique, mais implique un pouvoir d'appréciation personnel et une prise de responsabilité. C'est ce pouvoir d'appréciation qui est personnel, sans être totalement arbitraire, et rationnel, sans être nécessaire et systématique. C'est ça qu'on nomme la faculté de juger. Et c'est sur celle-ci, plutôt que sur l'application systématique d'inférences, nécessaire à partir de faits et de principes incontestables, que reposent les évaluations et les décisions juridiques, comme d'ailleurs, peut-être plus encore, les évaluations politiques, éthiques, et on pourrait dire de tous les décideurs humains. Car tous les décideurs humains doivent, d'une certaine manière, à un certain moment, décider en appréciant des choses, vous voyez, sans être totalement rationnels, parce qu'en particulier, ils n'ont pas tous les éléments pour juger. Et ils doivent juger au bénéfice du doute, ils doivent juger dans l'incertitude, etc. Et en particulier, c'est le cas de la décision militaire, par exemple. Et c'est pourquoi on ne peut pas remplacer totalement l'officier par une machine à décider, si vous voulez, justement en raison de ceci. Alors, les robots ne capturent d'une certaine manière qu'une facette. Donc moi, je ne suis pas du tout robophobe ni technophobe, au contraire.
il faut utiliser le plus possible la technologie dans la mesure où elle est au service de l'humain. Mais le gros problème vient de ce que l'on identifierait, si vous voulez, totalement l'humain au robot. Alors, on peut très bien utiliser les robots dans tout ce qu'ils ont de bien et l'intelligence artificielle sans nécessairement devoir confondre l'humain et la machine. Pourquoi devrait-on? Et en particulier, garder à l'esprit l'idée que les robots constituent un monde sans véritable corps biologique. Or, le corps biologique joue un rôle central dans notre être au monde, dans nos émotions, dans notre capacité intuitive, etc. Sans histoire longue, sans individualité aussi. Vous voyez, l'humain se caractérise par sa singularité. Il y a peut-être autant de définitions d'humain qu'il y a d'humain. La richesse de l'humain, c'est justement de ne jamais être totalement le même que quelqu'un d'autre, si vous voulez. Or, les machines sont interchangeables, même si on s'attache aux machines. Non, il y a eu des exemples en Afghanistan où des troupes refusaient de changer le robot qui avait été endommagé parce que le robot avait servi et ils étaient attachés à leur robot comme on peut être attaché à son nounours. Il lui manque une patte, oui, mais enfin c'est celui avec lequel j'ai toujours dormi, etc. Bien, dans les troupes, c'était la même chose. C'était la volonté de garder un attachement aux machines, si vous voulez. Bon. Mais la machine, d'une certaine manière, on peut s'y attacher, mais la machine est interchangeable, si vous voulez, pour un certain nombre de tâches. L'humain ne l'est pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Je parlais tout à l'heure du sens de la gratuité. La machine ne fait jamais que ce pourquoi elle a été, pour l'utilité pour laquelle elle a été conçue. Mais justement, l'humain fait des choses qui peuvent être à un certain moment pas utiles. Peut-être le propre de l'humain est de faire des choses inutiles. À quoi ça sert de faire parfois de la recherche fondamentale ou faire de l'art? On pourrait dire, quelle est l'utilité? Mais le propre de l'humain, c'est de faire de l'inutile. D'accord? Par exemple, il est inutile de discuter avec quelqu'un au guichet de la gare quand on est là simplement pour donner son ticket. Mais cette inutilité signe l'humanité, d'une certaine manière. Bon. Alors, le sens de la compassion. J'ai dit tout à l'heure, l'empathie, c'est la capacité de ressentir en soi la souffrance de l'autre. Mais une machine peut-elle le faire sans corps et sans histoire, si vous voulez? Là, je signalais ça depuis le début. Les robots sont, d'une certaine manière, incapables de faire de véritables écarts radicaux à leurs normes. Or, le propre de l'humain, je l'ai dit, c'est de pouvoir transgresser les normes, ouvrir la clôture des systèmes. Et quand ils ne le font pas, c'est ce que Élise de Graaf disait, l'État s'asphyxie. C'est tout à fait l'idée qu'avait Bergson de dire si un système d'État se clôture sur lui-même, s'il ne parvient plus jamais à sortir de la clôture de ses propres normes, alors il va sombrer et il ne va plus évoluer, si vous voulez. C'est l'idée qu'il y a quelque chose dans l'humain qui est de passer infiniment au-delà de l'humain, si vous voulez. Certains ont dit la nature de l'humain, c'est de ne pas avoir de nature, dans le sens où de ne pas pouvoir fixer de manière stricte la clôture de sa nature, si vous voulez. Alors, les robots et les IA doivent être absolument pris en compte. Moi, je pense que, vu la complexité de nos sociétés, nous n'échapperons pas à la robotique, à l'intelligence artificielle, dans la mesure où ils peuvent servir effectivement l'humain, et nous l'utilisons toutes et tous, mais d'une certaine manière, ce monde de la robotique n'est pas nécessairement ce monde dont nous devons rêver. Un monde sans humain serait autocontradictoire. Pourquoi devrions-nous rêver d'un monde dans lequel l'humain serait totalement évacué? Et justement, on peut très bien penser un monde dans lequel l'humain soit totalement conservé, à un certain nombre de places pour sauver l'humain, si vous voulez. Dans la mesure où on disait tout à l'heure, peut-être il faut maintenir à certains moments la place de fusible humain qui empêche le système de devenir complètement fou ou de se recroqueviller sur lui-même. Donc je prends un exemple, vous avez entendu parler de l'automatic trading en finance, des transactions financières à haute fréquence, bon, par exemple 100 000, 1 million de transactions boursières à la seconde, par exemple, mais d'une certaine manière, maintenir
un humain qui est capable à un certain moment de stopper la machine pour éviter qu'elle ne s'emballe, c'est une garantie de sécurité, et c'est aussi une garantie que l'économie reste quelque chose avec un contenu humain. Qu'est-ce que ça veut dire d'être 1 million de transactions boursières à la seconde? Et qu'est-ce que c'est une économie de ce type-là? D'une certaine manière, on pourrait dire, l'humain permet de conserver le contenu humain de l'opération. Mais que serait un monde humain qui vise la disparition totale de l'humain? Il faut garder ce qu'on pourrait appeler une sorte de principe d'autocohérence anthropologique. Et ça, il faut le rappeler à une période où on pourrait rêver d'un monde ultra performant qui remplace les humains et qui évacue l'humain. Mais faut-il rêver de ça, si vous voulez? Ou faut-il ça pour que l'humain soit mieux? Moi, je pense que non, parce que justement, quelque chose dans l'humain assure la cohérence du système, justement, du système d'intelligence artificielle et de robotique. C'est l'humain qui a créé ce système-là, et si l'humain disparaît, le système, d'une certaine manière, se retournera contre lui-même, s'auto-asphyxiera, s'auto-détruira. Un peu comme ces systèmes de décision automatique qui, d'une certaine manière, vont devenir fous, n'être plus que rationnels. Mais la folie, c'est perdre tout sauf le rationnel, d'une certaine manière. C'est s'enfermer dans une sorte de rationalité qui tourne en vase clos. Que serait la justice sans des magistrats qui peuvent à un certain moment humaniser le droit? Que seraient des conflits armés et une sécurité sans la présence d'humains qui sont là pour réguler l'utilisation de la force? Que serait une économie ou une politique où les décisions seraient simplement vidées de leur contenu anthropologique? Mais ce serait autocontradictoire, et il faut, d'une certaine manière, peut-être le rappeler. Et je voudrais citer, en terminant, la phrase de Norbert Wiener, qui avait le fondateur de la cybernétique, ce grand mathématicien, aussi philosophe, spécialiste de Leibniz en particulier. Wiener qui avait fondé la cybernétique, donc ce qui est d'une certaine manière la préhistoire de la robotique d'aujourd'hui, disait ceci: éviter de prendre une responsabilité personnelle, au sens humain, si vous voulez, dans une décision dangereuse et désastreuse, en déplaçant cette responsabilité dans un dispositif mécanique. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, on voit ça dans des systèmes de prise de décision par intelligence artificielle, prise de décision, disons, militaire ou économique. On déplace la responsabilité sur des machines, et si ça dysfonctionne, on dit oui, mais c'est pas moi, c'est la machine. On pourrait dire non, on pourra toujours identifier le responsable, mais quand vous avez un réseau d'acteurs très complexe qui contribuent chacun à leur niveau à une décision, c'est très très difficile d'aller épingler celui qui est responsable. Et donc on décharge la responsabilité, mais seulement on cache le responsable derrière un réseau complexe d'automatisation. Eh bien, Wiener disait déjà dans les années 50, 40, fin des années 40, éviter de prendre cette responsabilité et déléguer cette responsabilité à une machine, si vous voulez, en déplaçant la responsabilité dans un dispositif mécanique que l'on ne comprend pas entièrement, mais qui a une objectivité supposée. Eh bien ça, c'est extrêmement dangereux. Or, d'une certaine manière, c'est ce que l'on fait en utilisant des algorithmes qui sont en partie opaques, etc. Deuxième chose, et je termine vraiment par là, Wiener, qui avait fondé finalement la robotique, pourrait-on dire, disait: si nous sommes assez stupides pour abdiquer en tant qu'être humain et refuser le respect à nos congénères au nom de considérations douteuses sur l'efficacité et l'intelligence des machines, alors en effet, l'humanité quittera la scène et le mérite bien. Ce qui importe est de préserver un mode de vie humain, et aucune des perfections attribuées à la machine ne peut modifier substantiellement notre responsabilité. Et dans ces deux points, si vous voulez, ces deux points sont importants à garder en tête. Le premier point, c'est d'une certaine manière maintenir quelque part dans le processus une charge d'humanité à des places importantes pour éviter que le système se
déshumanisent, mais deviennent autocontradictoires, si vous voulez. Si l'humanité vise à la construction de choses qui vont autodétruire l'humanité, quel est le sens de l'humanité? 2, pour conserver la responsabilité, quelqu'un qui répond de ses actes. Or, nous aurions un monde qui sombrerait petit à petit dans l'irresponsabilité, si vous voulez, et vidant de contenu humain toutes les décisions. Alors, doit-on rêver d'un monde où les politiciens ne prendraient plus aucune décision, où toutes les décisions seraient dépolitisées, vidées de leur contenu, si vous voulez? Eh bien, je vous laisse le soin d'y réfléchir, mais ce qui m'interpelle, c'est que Wiener, qui avait fondé la robotique, si vous voulez, et qui était un scientifique de haut niveau, qui a contribué au système, à la théorie des systèmes asservis, etc., pensait cela. Donc, et ça donne à penser. Donc aujourd'hui, nous devrions suivre peut-être son message, continuer à suivre son message, déployer de plus en plus des techniques au service de l'humain, mais ne pas oublier peut-être que le monde pourrait devenir autocontradictoire s'il acceptait de se constituer sans charge d'humanité. Je vous remercie.